Bonjour mesdames, messieurs, en manchette aujourd'hui. Luc Lafontaine reste au rodéo du camion jusqu'au tirage de 2025. La police de la Première Nation de Témiscamingue aura un nouveau poste. Et la Société de développement du Témiscamingue lance un nouveau plan stratégique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de joindre Témis TV. Vous êtes aux infos Témis. Jeunes et moins jeunes, voici notre plus récent bulletin complet de l'actualité. En information, vous savez, où que ce soit, l'équité partout et en tout lieu, c'est primordial. Ainsi, dans un dossier d'actualité, quand un intervenant a la parole, un autre a droit à son droit de réplique. Ce que vous percevez sûrement, vous, de votre bord de l'écran, comme les fameux deux côtés de la médaille. Dans la crise au rodéo du camion, lors de notre précédent bulletin que vous pouvez toujours revoir, vous avez compris sûrement que le maire de Lorrainville, en rappelant son désir de garder la lucrative activité de course de camion dans la région avec son Festi-Truck, semble vouloir empêcher le million distribué chaque année chez nous avec le tirage annuel de traverser à Mattawa. Mais attention, cet argent, cette année, est loin d'être amassé et rien n'assure que malgré l'extension, la prolongation de la date du tirage, le magot sera aussi gros. Dans sa réplique, le président démissionnaire Luc Lafontaine, qui part à la fin janvier, parle même de faillite et de liquidation des biens de l'organisation. Oui, suivez-nous. Comment ça se passe là, dans la tête du président du rodéo du Québec? Ben écoute, on a eu beaucoup de pression en annonçant le déménagement à Mattawa, chose qu'on a renoncé depuis. Je te dirais que oui, la pression est tombée un peu aussi. Puis l'important, c'était de faire l'AGA lundi passé, chose qui était faite. À partir de là, ben écoute, il y a un nouveau comité transitoire qui s'est mis en place, puis pour avoir des messages d'eux autres à tous les jours, là, ça commence à grossir. Là. Ça veut dire qu'ils sont partis de 2 puis ils sont rendus bien proches à 4 ou 5 présentement. Là. Fait que, oui, écoutez, ça s'en vient bien. Un comité transitoire qui va quoi? Ramener une course de camion à Notre-Dame-du-Nord ou au Témiscamingue? Ou quels sont les projets? Là? Ben, les projets comme c'est là, c'est un comité transitoire, c'est de créer un événement à Notre-Dame-du-Nord. On sait pas, ils savent pas encore quel événement, mais ils veulent recréer autre chose à Notre-Dame-du-Nord. Ils veulent que ce qu'on a fait dans le passé reste à Notre-Dame-du-Nord. Et ce sera en rapport avec les camions? Ou... Ça, je peux pas vous le dire. Ça va être le comité transitoire là, qui va décider vers quelle direction que ça va être. On lance n'importe quoi comme idée, une fin de semaine de musique, des montgolfières, des courses de tracteurs, parades, je ne sais pas. Ouais. Ça va être leur organisation là, qui vont rendre en place aussitôt que nous, on finit le tirage. Ça pourrait être un rodéo du camion dans un endroit différent? Comme je vous dis, là, moi, je suis pas dans cette chose-là. Moi, je leur donne un coup de main. Jusqu'à temps qu'on ait fait le tirage, puis après ça, là, ça va être eux qui vont... Et ça n'a aucun rapport avec le Festi-Truck de Lorrainville, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'association entre les deux, du moins pour le moment. Non, comme c'est là, nous autres, on n'a eu aucun contact là, depuis que M. Nico Javet avait annoncé là, que ça s'en allait à Lorrainville. Nous, on n'a eu aucun contact avec ces gens-là. Et vous avez pas eu de contact avec le maire de Lorrainville non plus? Là. Du tout. Vous n'avez pas d'intention, du moins. Et vous, personnellement, est-ce que ça vous intéresse de présenter le Festi-Truck en collaboration avec la ville? Ou... Non, moi, écoutez, avec toute l'expérience qu'on vient de vivre au rodéo, moi, le bénévolat, c'est fini. Moi, c'est clair, net et précis. Je vais aider l'équipe en transition ici. J'ai aucun problème avec ça, mais moi, le bénévolat, non, je vais passer à d'autres choses dans ma vie. Donc, vous avez, comme l'indiquait le communiqué que le rodéo du camion a envoyé, vous restez le temps que le tirage ait lieu. Tirage qui a été remis au 25 janvier prochain. Ouais. Bon, vous aviez demandé que soit remis ce tirage-là, mais en même temps,
je vais vous dire, je n'achète pas de billets normalement. J'encourage les gens à le faire si c'est pour, évidemment, amasser des fonds pour la communauté. Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi que j'achèterais un billet, dites-moi-le, si je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un événement à venir et je ne suis pas sûr d'où s'en va mon argent. Ben écoutez, où est-ce qu'elle s'en va votre argent reste ici. Ça, c'est sûr et certain. L'argent s'en va 100% au comité des attractions touristiques. C'est, juste pour faire une histoire courte, le rodéo du camion, c'est un tirage. OK? Et l'OBNL qui crée l'événement du rodéo du camion, c'est le comité des attractions touristiques dans Notre-Dame-du-Nord. Ça reste. C'est ça que les gens du comité transitoire veulent sauver pour pouvoir faire d'autres activités ici, dans la région du Témiscamingue. Ça ne veut pas dire que ça va être au nord, etc., mais c'est sûr qu'ils veulent créer quelque chose au nord pour ramener ce qu'il y avait. Pourquoi le tirage? C'est justement pour continuer, pour pouvoir que le comité des attractions touristiques survive. Veut pas, on a des frais fixes à tous les mois, etc. Fait que c'est pour ça que les sous vont là-dedans. Puis il faut pas oublier que c'est quand même des prix, c'est quand même 325 000 $. Au moment où on se parle, M. Lafontaine, est-ce qu'il y a de l'argent, du cash dans la banque pour le comité, pour le rodéo du camion? Est-ce qu'on a un peu de cash? On a une partie de sous qui est due au tirage, que des billets qu'on a vendus comme c'est là, mais c'est sûr que le comité des attractions touristiques, en n'ayant pas d'événement cette année, on roule pas sur l'or. Et s'il n'y a pas 150, 200 billets qui se vendent d'ici au 25 janvier, est-ce que le comité survit quand même? Écoute, ça, c'est sûr que là, les nouveaux gens qui vont être en place, etc., ils vont aller voir les commanditaires, puis etc., ça, c'est sûr et certain. Ils ont l'ouvrage? Ils ont l'ouvrage, ça, c'est sûr et certain, mais je connais aucune business non plus qui ont pas de dette, là. C'est tous les business qui ont des dettes, là. Okay. Est-ce que c'est à cause qu'il y avait trop de dettes que vous avez décidé de... Aucunement. On est après à faire face à ça. La question de dette, là, on n'est pas en dette de 500 000 $. Oui, puis vous le savez, là, il y a un paquet d'affaires qui se disent, puis moi, je sais plus clairer ça aujourd'hui. C'est ça. Oui, il y a trop de choses qui se disent présentement que les gens sont pas au courant. Le rodéo, puis le comité des attractions touristiques, oui, on a quelques dettes, c'est sûr et certain, mais écoutez, on n'a pas... si on vend nos 150 billets, là, le rodéo, là, on a 60 000 $ de dette qu'on doit pour la COVID. Puis après ça, nos choses vont être payées. Fait qu'il n'y a plus de dette après ça. Le fait de passer, je pense que ça se vendait 100 $ les billets, il n'y a pas longtemps, puis on est passé à 1000 $. Ça n'a pas rendu ça difficile? Écoutez, ça, on s'est assis. Ça, je vous dirais que c'est un des membres du conseil d'administration que, là, une couple d'années qui a amené ça à la table. Il dit, je mettrais soit 2000 billets à 500 $ ou je mettrais 1000 billets à 1000 $. Puis, il dit, on va y vendre, puis ça devrait bien aller. Écoute, on s'est assis là-dessus pendant longtemps. Puis on avait toujours cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent 5000, 5500 billets. Même s'ils sont 100 $, c'est rendu très compliqué. Après ça, quand le conseil, on s'est réunis, il y a 2 ans, puis on a dit, on l'essaye-tu. Le tirage, là, quand ça a commencé, le rodéo du camion, il y a une trentaine d'années, on vendait 100 $ du billet. Là. Si vous vous mettez dans le contexte économique qu'il y avait dans ce temps-là, 100 $ du billet, c'est comme 1000 $ aujourd'hui. Fait qu'on a figuré que c'était plus facile à vendre 1000 billets à 1000 $ que 5500 billets à 100 $ qu'on a de la misère à vendre à toutes les années. Fait qu'on a essayé ça. On a vendu en 2022 580 billets, qui est quand même très bon pour une première année. Fait que cette année, on calculait d'en vendre alentour de 700 à 800 billets. On pensait pas toutes les vendre, mais on pensait d'en vendre entre 700 et 800. Puis notre objectif était dans la 3e année, qu'on vende les 1000 billets par année facilement, régulièrement après ça. Et en cause de la mise en mesure qu'on a cette année, mais là, on est plus en difficulté là, pour la vente de billets. Vous ne mettez pas les pieds sur les breaks parce qu'il n'y a plus de cash parce que vous avez l'intention de vous en aller avec le cash en Ontario. L'Ontario, on arrête d'en parler. Il n'y a plus rien qui s'en va en Ontario, tout reste ici. Il n'y a plus rien qui s'appelle le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord qui s'en va en Ottawa. Mais
il y a un bonhomme, Luc Lafontaine, qui s'en va à Mattawa après. Il ne fera plus de bénévolat au nord. Ah, ben écoutez, ça c'est personnel, mais oui, le comité, nous, le rodéo du camion, les membres qui étaient ici, on a tous rembarqué avec la gang de Mattawa pour faire une édition en 2025. Ça, c'est sûr et certain. Et vous souhaitez bonne chance aux gens de Notre-Dame-du-Nord et du Témiscamingue, là. Ah, ben c'est sûr et certain. Puis le Festi-Troc de Lorrainville, on leur souhaite bonne chance aussi. Il n'y a aucun problème là-dedans. Sauf que nous, avec l'expérience qu'on a eue, on passe à d'autres choses. On va mener à terme le tirage. Et après ça, ben écoute, nous autres, on va bénéficier de nos soirées et nos fins de semaine. C'est une saga qui est partie parce que le ministère des Transports a dit la côte, c'est fini. Ben, la saga, c'est pas juste le ministère des Transports, c'est la plainte qui a fait le plus mal là-dedans. Ouais. S'il n'y aurait pas eu cette plainte-là. Tu viens d'un ancien président qui avait peut-être des choses à vous reprocher? Je ne crois pas à ce qu'il me dit, mais écoutez, s'il n'y aurait pas eu ça, c'est sûr qu'à un moment donné, le ministère des Transports nous aurait demandé de trouver un nouvel endroit. Mais il nous aurait arrivé et il nous aurait dit, OK, dans 5 ans, il faut que vous changez d'endroit. J'aurais pas eu besoin de plan d'ingénieur, etc. Fait que ça, oui, c'est sûr que ça aurait arrivé un jour. Parce que le ministère des Transports ne veut plus aucune course sur leur route numérotée. Ça, je suis bien conscient de ça. Sauf qu'on aurait eu du temps, on aurait été capable de faire de quoi avec ça. Cette déstabilisation-là, M. Lafontaine, ça a soulevé l'émotion et ça a constamment, on dirait que je vais utiliser un terme de course, le moteur était à fond tout le temps, puis ça a fait sauter le moteur. Ben, ça c'est sûr et certain. Nous, on a travaillé pendant, moi je suis dans le rodéo, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'à toutes les années, on se bat pour le garder vivant. Puis c'est ça. Là, à cause de tout ça, puis là, on est rendu à ce point-là, justement, en cause qu'on n'a pas pu faire d'événements. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 2 dernières années, le rodéo du camion a fait des éditions millionnaires aussi. C'est plus qu'1 million qui rentre dans les coffres dans la 20 semaines du rodéo. Oui, il n'en reste pas beaucoup à la fin, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ça régénérait des retombées économiques. C'est plein de magasins autour de Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Ville-Marie qui bénéficient. Je vous dirais bien plus que ça. Pour avoir parlé aux gens de relais, le dépanneur que là, il dit que c'est une de ses meilleures fins de semaine dans l'année. Juste parce que les gens passent par là. Et autant par le Témiscamingue que les gens qui passaient par en arrière, puis autant pour New Liskeard que les gens de l'Ontario. Fait que ça avait du bon pour tout le monde dans la région ici. Là. Alors là, ça va être terminé. Vous avez, j'imagine, quasiment hâte de passer à d'autres choses, parce que... Comment est-ce qu'on a hâte? J'ai hâte d'aider le nouveau comité là, à voir ce qu'ils vont s'enligner de faire, puis quelle idée qu'ils vont avoir, mais si je ne me trompe pas, dans les discussions qu'on a eues, il va y avoir une consultation publique aussi, voir quelle sorte d'activités les gens aimeraient avoir dans la région aussi. Mais oui, écoutez, moi, on va respecter nos engagements jusqu'à la fin, puis on va partir de là la tête haute, tout le comité ensemble. On vous souhaite la meilleure des chances et en espérant que parce que cette pression-là, c'est pas beau, hein? Non, écoutez, cette pression-là, on l'a vécu. Quand on a eu des commentaires lundi dans la salle, il y en a qu'on n'a pas le droit de passer nos états d'âme là-dessus, etc. Sauf que des fois, c'est nécessaire pour conscientiser les gens qu'en arrière d'un ordinateur, c'est très facile de blâmer des gens, etc. Puis, c'est bien facile de blâmer des gens quand on ne s'implique pas non plus. Est-ce que, à votre avis, El Rodeo va s'en remettre? Oui. Oui, je suis bien confiant de ça. Je suis bien confiant. Le comité des actions touristiques, oui. Le El Rodeo, mais là, les gens prendront une décision. Là, s'ils le mettent de côté, en suspens, en attendant d'avoir quelque chose dans la région aussi pour pouvoir l'incorporer de quoi. Mais le comité des actions touristiques, ça, c'est sûr qu'il est là pour rester. En espérant maintenant que les gens auront confiance pour renflouer les coffres, parce que pas d'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, ça, c'est sûr et certain. Écoutez, ça, c'est officiel. Sauf que je pense qu'il y a des gens, et vous allez avoir les noms des autres personnes qui s'impliquent, etc. Je pense que c'est des gens qui ont une certaine crédibilité dans la région, puis je pense que les gens vont les encourager. Merci, M. Lafontaine. De rien, ça fait plaisir.
Oh là là, comme dirait ma tante, on n'a pas fini d'en parler, croyez-moi. Autre préoccupation d'actualité, les hauts et les bas de l'économie d'une région bardassée, si je peux me permettre, par une crise forestière incontrôlable ou peut-être, le pensez-vous, incontrôlée. Mais on l'observe depuis des décennies, les gens qui vivent ici se débattent. La preuve, ce nouveau lancement du plan stratégique du Témiscamingue d'aujourd'hui jusqu'en 2030. Là-dedans, le fruit de la solidarité de nos leaders régionaux qui ont tracé une voie ambitieuse pour relever les défis démographiques ou économiques qui se dressent devant notre population se renforcent dans une perspective de développement durable et veulent maintenir un solde migratoire positif et renforcer la qualité de vie du Témiscamingue. Témis TV vous fait entendre quelques-uns des membres du comité de planification stratégique. Nadia, la planification est lancée avec un peu de retard. Encore une fois, la pandémie qui nous a mis des bâtons dans les roues. Toutefois, on n'a pas perdu de temps chez vous, là. C'est quelque chose, un outil qui finalement va nous aider. Oui, absolument. Le plan stratégique du Témiscamingue, c'est un outil qu'on utilise en continu depuis plus de 22 ans. Puis, tu sais, fait étonnant, c'est un outil qui est concerté au Témiscamingue. C'est un plan de territoire et qui est soutenu depuis 22 ans. Les comités, entre chaque lancement de plan, se rassemblent régulièrement pour faire le suivi, s'assurer de la réalisation des actions qu'on a inscrites dans le plan. Donc, c'est lancé, le nouveau plan stratégique, puis on est vraiment fiers. On pense qu'il va avoir une grande portée pour le territoire. Est-ce que c'est un outil qui nous aide quand survient des défis qu'on connaît ces dernières années? Bien, en fait, c'est un outil qui nous aide à garder le cap. On a une visée pour le développement du territoire, donc le plan nous aide à garder le cap sur notre développement, mais il se veut aussi un outil qui permet de s'adapter. Fait que là, on vit une crise forestière, on va s'adapter à la crise forestière, mais on va réussir à maintenir le cap grâce à ce plan stratégique-là. Donc, c'est un outil qui est évolutif en bout de ligne. Monsieur Imbeau, à l'UQAT, le développement, évidemment, pas besoin de dire à la population que c'est important. Bien sûr, c'est important, puis particulièrement au Témiscamingue, on a fait le choix de développer tout ce qui est recherche au niveau de l'agroalimentaire, des cultures biologiques. Donc, on est très fiers d'avoir évidemment établi une station de recherche, mais maintenant, on a 5 professeurs qui sont établis et on veut prochainement, c'est notre projet pour l'année 2025, créer vraiment un institut de recherche en agroalimentaire. On a déjà, avec l'appui des partenaires du milieu, développé des instituts de recherche en lien avec les mines, avec les sciences forestières, mais notre prochain chantier, c'est l'agroalimentaire. Au niveau communautaire, c'est important de voir une région qui se développe et on y participe, hein? Oui, effectivement, la CDC du Témiscamingue a 30 organismes membres et on s'implique beaucoup auprès de notre population. On est le filet social pour prendre soin du monde au Témiscamingue. Donc, pour nous, le développement de la communauté, c'est essentiel. Et relever le défi de supporter l'économie, je pense que les organismes communautaires le font déjà très bien et depuis des décennies. Oui, la CDC du Témiscamingue s'implique dans la planification stratégique depuis ses tout débuts, donc ça a toujours été un acteur incontournable du développement, parce qu'on parle du développement économique, on parle du développement social, c'est tout est un tout, et donc ça prend tous les acteurs pour vraiment faire le développement de notre territoire. Il y a toujours des défis au Témiscamingue, la forêt, le tourisme, l'agriculture. C'est pas décourageant pour les gens qui travaillent dans le communautaire. C'est difficile, mais on est en mesure de relever les défis. La force du communautaire au Témiscamingue, c'est vraiment de travailler en concertation. Les acteurs se parlent, se réseautent et agissent de façon commune dans des actions concertées. Donc c'est vraiment, ça a toujours été notre force, puis on continue quand on fait face à des défis. Bien, c'est encore ce mécanisme qu'on a de vraiment se mettre ensemble pour relever nos manches, pour prendre soin de notre population. Madame Germain, un plan stratégique pour le Centre intégré de santé de services sociaux régional, c'est important? À vrai dire, c'est le plan stratégique de la planification stratégique du Témiscamingue. Donc, c'est un comité auquel des collègues cadres de l'organisation siègent avec des partenaires locaux. Et qu'est-ce qu'on y fait au CISAT? À vrai dire, le rôle des gestionnaires qui participent et à titre de partenaires et de collaborateurs. Donc, on va travailler avec des comités locaux pour la sécurité alimentaire, pour le développement social,
afin de mettre à l'avant, travailler au bien-être de la population locale. Et qu'est-ce que ça t'a fait dans les plans stratégiques passés et fera dans celui qui s'en vient pour supporter le Témiscamingue? Antérieurement, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue avait participé au recrutement international. Donc, il a participé aussi à tout ce qui est le volet attraction, accueil et intégration de la nouvelle main-d'œuvre sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il participe aussi également à des tables au niveau de la sécurité alimentaire. Dans le prochain plan stratégique, nous allons travailler au niveau des services de la proximité. Aussi, on va encore continuer au niveau de l'accueil, de l'intégration, au niveau des employés, de travailler pour avoir un sol migratoire positif, bien entendu. On est également inclus dans les différentes tables au niveau du développement social, que ce soit avec Témis Habitation ou d'autres projets. Madame Bolduc, ce plan stratégique, il est important dans tous les défis contre lesquels on se débat actuellement? C'est un plan stratégique de territoire. C'est le seul endroit au Québec où une MRC se donne la peine de faire une planification qui intègre les préoccupations de l'ensemble des partenaires, des intervenants, de ceux qui bougent sur le territoire. Alors, dans ce contexte-là, c'est un plan unique. C'est au-delà de la planification de la MRC, c'est une planification qui intègre toutes les interventions, toutes les actions. Oui, il est important parce qu'actuellement, on s'assoit, on s'appuie toujours sur les ancrages qu'on s'est donnés, sur nos pôles d'excellence, les agricultures innovantes, incluant l'agriculture biologique, le tourisme aventure nature et les énergies renouvelables. Mais à ça, on ajoute maintenant tout ce qui concerne, tout ce qui nous frappe de plein fouet dans l'actualité. Ça concerne la crise forestière, ça touche aussi tous les bouleversements climatiques qu'on peut connaître. Donc, oui, c'est important. C'est important pour la MRC, pour tous les partenaires qui participent à cette planification-là, pour tous les citoyens qui vont vivre les impacts de cette planification-là. Ce qu'il y a d'intéressant, Mme Bolduc, c'est qu'il a déjà fait ses preuves, ce plan-là. Tout à fait. C'est une démarche, et puis je le dis vraiment, c'est pas seulement une planification, c'est pas seulement fixer des objectifs, identifier des actions, c'est une démarche de concertation et de se projeter dans le futur. On se projette dans les 20-30 prochaines années avec une planification stratégique qui s'appuie sur tous les interlocuteurs du territoire. Alors, dans ce contexte-là, la démarche a fait ses preuves, on le voit concrètement, ça donne des résultats, et on est toujours bousculé par l'actualité, mais au-delà de ça, on est organisé pour faire face à la musique et c'est ce qu'on continue de faire. Comme commissaire industriel, évidemment, est-ce qu'on intervient quand les projets sont prêts à lancer ou on intervient même quand on réfléchit à ces projets-là? Au tout début, on commence souvent, justement, quand il commence à avoir de l'intérêt ou des projets qui sont en discussion, ben là, j'interviens là pour voir toutes les parties prenantes du projet, voir s'ils ont besoin de financement et tout ça, puis les accompagner là-dedans. Il y a des défis à relever. Il y en a qui pensent que tout est au ralenti, qu'il ne se passe rien. C'est pas le cas, là. Il y a des dossiers qui sont en fonction actuellement et qui pourraient bientôt permettre de soutenir l'économie régionale. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr, on a parlé tout à l'heure, le dossier Onimiki est un dossier qui est très, très important pour le développement économique de la région, mais aussi au niveau de l'industrie forestière. On est toujours en train de regarder, il peut y avoir des nouveaux projets reliés à cette industrie-là dans deuxième, troisième transformation. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, faut poser des actions. Là. Il y a des études qui sont en train de se faire justement pour valoriser. On a une forêt mixte, mais il y a certaines essences de cette forêt-là qui est sous-utilisée, donc on veut essayer de trouver quel projet qu'on pourrait relier à ces essences-là pour faire évoluer les dossiers. Là. Et tout ça, c'est dans le plan stratégique, il faut lire entre les lignes. Tout à fait, c'est en plein ça. Excellent, monsieur, merci. Merci. Wow. Très, très, très intéressant. On vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Les efforts ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas, je vous entends dire.
On a beau avoir envie de se débattre pour en sortir, il faut trouver la motivation maximale pour le faire. Et avec l'aide du gouvernement du Québec, sollicité, il faut le dire, par le député Daniel Bernard, ben vous êtes convié à ce qui semble être l'ultime activité de promotion de l'entrepreneuriat au Témiscamingue. D'ici au 21 novembre, Osez croire réussir l'entrepreneuriat témiscamien, source de fierté, veut immerger dans un cadre unique les entrepreneurs en herbe, les leaders confirmés et les curieux, dans un cadre d'échange où tous peuvent échanger et apprendre avec les expériences d'autrui. Pour la Société de développement du Témiscamingue, la Société d'aide au développement des collectivités du Témiscamingue et la MRC, il s'agit d'un événement marquant qui permet à de nombreux talents locaux d'immerger et de propulser la région vers de nouveaux sommets. Témis TV vous invite à en apprendre davantage sur le site lasdt.com. On aime bien ce dynamisme. Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, parlant de dynamisme, le CRDAT invite ceux qui aiment la région à s'y impliquer. L'organisation entame la tournée régionale Rêvons notre région qui s'arrête au centre d'exposition du Rift à Ville-Marie le 20 novembre. Ateliers, discussions ouvertes, partage d'idées, inspiration pour l'avenir de la communauté. Le CRDAT vous invite à imaginer à quoi pourrait ressembler notre région dans 25 ans. Visitez et aimez la page Facebook TV Témis que vous pouvez lire au quotidien comme des compagnons dans l'actualité d'ici pour y voir plus de détails. Vous avez vu les images de notre drone de l'équipe d'Abitibi 360 la semaine dernière et l'entrepreneuriat poursuit son chemin au Témiscamingue. Donc, on vous l'a montré. On demeure actif et des projets prennent place. Après vous avoir annoncé la construction de nouveaux locaux donc pour Promutuel à Ville-Marie, on vous invite à revoir notre bulletin de la semaine dernière si vous voulez voir les images. Nous vous dévoilons plus de détails sur cette construction-là et surtout d'un nouveau poste de police pour la Première Nation de Témiscamingue. Oui, à Notre-Dame-du-Nord, puisqu'aux Infos Témis, on voit et on entend la communauté. Nous parlons au directeur de police de Témiscamingue, Terry Hamelin. Mais d'abord, cet entretien avec Sébastien Lebel, c'est le président de Promutuel Boréal. Monsieur Lebel, les gens du Témiscamingue, particulièrement de Ville-Marie, ont vu, s'ils n'ont pas assisté à la démolition comme nous, disparaître carrément l'édifice de Promutuel à Ville-Marie. Mais que se passe-t-il? Je veux rassurer tout le monde, la bâtisse sera évidemment reconstruite. Je pense que les schémas là, de la nouvelle bâtisse se trouvent sur le panneau en face du site de construction, mais ce sera rebâti exactement dans la même grandeur. La configuration intérieure sera modifiée là, évidemment là, pour le mettre au goût du jour, mais ce sera de la même grandeur et on aura toujours pignon sur rue à Ville-Marie. Et l'ouverture doit se faire dans les environs de l'été 2025. Et en attendant, évidemment, vos clients sont servis quand même là, à Ville-Marie. Oui, on a ouvert un bureau temporaire pour les gens de Ville-Marie et de la région. Là, c'est l'ancien Chaussure Pop, donc qui sert de bureau temporaire. Là. Il y a six bureaux temporaires qui ont été qui ont été installés. 6 bureaux temporaires dans tout le Témiscamingue? Oui, non, 6 bureaux à l'intérieur du Chaussure Pop, pardon, 6 postes de travail. Pardon. Donc, les gens peuvent encore se présenter aux heures habituelles d'ouverture. Là, il y a encore du service. Les Chaussures Pop, rappelez-moi, c'était à quel... Oui, c'était aux Galeries Ville-Marie. Presque en face de l'ancien édifice, je dirais. Là. Parfait. Et là, bon, économiquement, comme je vous le disais avant d'entrer en onde, Promutuel est fort actif là, économiquement et surtout, c'est pas la première fois qu'on voit Promutuel être proactif au niveau de construction de nouveaux bâtiments. Vous avez de l'expérience de ce côté-là? Oui, il y a le siège social à Amos qui a été fait il y a plusieurs années avant mon arrivée, qui a été rebâti lui aussi en neuf. Il y a eu Rouyn-Noranda dernièrement je pense qu'il y avait un ancien buffet chinois, donc le terrain a été acquis et l'immeuble a été bâti à Rouyn-Noranda. Et là, Ville-Marie avait besoin de vraiment... La bâtisse était vraiment désuète, là, et les rénovations n'auraient pas suffi. Donc, plusieurs alternatives ont été
regarder, mais c'était celle qui était la meilleure. Monsieur Lebel, est-ce que vous avez un petit peu d'historique, justement, de l'édifice à Ville-Marie? Vous vous souvenez quel âge ça a? Je sais que ça a été bâti, je pense, anciennement dans les années 70, mais là, c'est sous toute réserve. Mais ça n'a pas été bâti par Promutuel. Le siège social de Promutuel, à cette époque-là, je crois qu'il était à Lorrainville. Il s'est déplacé, là, c'était l'ancien Promutuel Témiscamingue, avant la fusion de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et donc, je ne sais pas à quelle année exactement, mais ça datait des années 70. Et dites-moi pourquoi, vous dites que c'est désuet, l'édifice était désuet, mais en même temps, les affaires vont bien chez Promutuel depuis la création en Abitibi-Témiscamingue, ça n'a pas cessé d'évoluer. Donc, j'imagine que c'est synonyme de la bonne prestance de la compagnie de vouloir faire des rénovations. Là. Oui, effectivement, là, je vous dirais que les résultats financiers des dernières années nous permettaient là, de moderniser notre immobilier parce qu'évidemment, c'est des coûts assez importants. Donc, c'est effectivement, je dirais, une démonstration ou en tout cas un effet des bonnes années là, et aussi de la confiance là, que tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue nous ont accordé là, au niveau de l'assurance parce que ça reste une entreprise qui est régionale. Donc, de là l'importance de demeurer implanté au Témiscamingue. Est-ce que c'est un secret, là, l'investissement qu'on fait au Témiscamingue? Parce que de savoir que pour le Témiscamingue, ça bouge au niveau économique, c'est une bonne nouvelle parce que les bonnes nouvelles sont rares, on le sait, ce temps-ci. Oui, effectivement. Là. Donc, oui, ben, c'est pas un secret, là, c'était dans le communiqué de presse. Donc, je vous dirais, le coût de construction est évalué à environ 3 millions de dollars. Avec la déconstruction, le clé en main, là, du début jusqu'à la fin. C'est ça, les coûts de construction ont grandement évolué, je dirais, depuis la période COVID. Là. Donc, ça a fait l'objet de longues discussions, mais c'était quand même de là l'importance là, de la réflexion et de notre grand engagement là, envers la région. Et évidemment, lorsqu'on investit 3 millions de dollars, on s'attend de faire un retour sur l'investissement. Est-ce que ça veut dire que des 6 bureaux que vous avez actuellement devant chez Chaussures Pop, sur des O-blocs, quand vous reconstruirez, vous allez augmenter le nombre d'employés? Oui, bien, présentement, dans les faits, il y a une dizaine d'employés à Ville-Marie. Le local de Chaussures Pop, malheureusement, ne nous permettait pas de relocaliser les 10 employés. Donc, certains font du télétravail, des bureaux partagés. Et donc, on s'organise, mais les 10 bureaux, les personnes en place vont revenir dans les nouveaux bureaux. C'est pas nécessairement une expansion, c'était pas nécessairement le projet au départ. On est toujours prêt à recevoir là, des nouveaux employés, tout ça. Là, comme toutes les entreprises, présentement, la pénurie de main-d'œuvre est un enjeu important pour nous. Mais dans le fond, c'était vraiment pour au moins maintenir les activités qu'il y a présentement et évidemment nous permettre une certaine expansion si on trouve les perles rares. C'est l'âge de l'édifice que vous parlez un peu plus, c'est le bien-être de vos travailleurs. Honnêtement, il y avait beaucoup de défectuosité là, au niveau de la bâtisse comme telle. Donc, il était plus possible de penser de permettre à nos employés de demeurer, de continuer à travailler à long terme dans ces conditions-là. Là, c'était pas possible. Je pense que l'expression « il était temps ». Oui. Je vous dirais que les employés qui sont là seraient très d'accord avec vous. Parfait. Donc, ça veut dire que, bon, quand on investit 3 millions, ça veut dire que ça va bien dans votre champ d'expertise? Oui, depuis les 3-4 dernières années, il y a eu certaines décisions corporatives qui ont été prises des réaménagements, donc ça a donné des bons résultats et ça nous permet effectivement d'entretenir nos immeubles, ce qui est à la base là,
je dirais, une nécessité. Il faut quand même entretenir notre parc immobilier, mais effectivement, ça nous permet de faire ces dépenses-là qui vont pouvoir améliorer le service à la clientèle et également les conditions de travail de nos employés. Et parlez-moi de votre entreprise. Là, ça va bien dans le marché de l'assurance. Vous êtes aussi impliqué dans j'imagine, au niveau financier. Ben, on voit les chiffres, je dirais, à haut niveau. Là. Donc, dans le fond, c'est pas nous qui gérons nécessairement directement l'entreprise. Mais oui, effectivement, là, ça va bien. Il y a des bénéfices. C'est sûr que présentement, avec toutes les questions climatiques et tout ça, on a été très chanceux. Les feux de forêt l'an passé ont somme toute été, ils n'ont pas atteint des zones fortement peuplées. Donc, on a été relativement épargnés. Mais on l'a vu cet été là, avec les inondations dans le sud du Québec. C'est pas notre territoire, c'est pas sur notre territoire, mais quand même, ça reste que c'est quand même des enjeux. Les enjeux climatiques pour les assureurs présentement sont très... c'est très préoccupant. Là. Donc, ça va bien, mais il faut pas s'asseoir sur ces résultats-là. Et plus que jamais, pour les consommateurs, il n'y a rien de mieux que d'avoir besoin d'avoir besoin d'assurance pour s'en procurer, comme on dit. Alors, oui, effectivement. Pour les consommateurs, évidemment, c'est nécessaire que vous soyez là. Oui. Monsieur Lebel, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci de votre intérêt. Donc, on va assister tranquillement, lentement, mais sûrement vers le début de la construction et bientôt, les gens vont pouvoir s'y retrouver. Oui, parfait. Merci beaucoup, M. Moreau. Maintenant, il revient à peine de l'Ouest canadien où pendant 28 ans, il a œuvré avec la Gendarmerie royale canadienne, la GRC. Il est retraité de la GRC. Il est le nouveau directeur des forces policières de la communauté de Témiscamingue. Il s'appelle Terry Hamelin. Il revient parmi les siens à Notre-Dame-du-Nord où le gouvernement fédéral, a accepté de construire un nouveau poste. Il dit que ce poste doit être livré l'été prochain. Le directeur qui doit, nous a-t-il dit tranquillement, se réapproprier la langue française. Nous l'avons rencontré à son bureau. Il nous a raconté que son équipe, appelée à augmenter d'une dizaine d'agents dans les prochains mois, a besoin donc d'espace, des locaux qui abriteront aussi 2 nouvelles cellules pour abriter les prévenus en attendant leur comparution, des locaux d'entreposage, des espaces pour former ces ouailles, ces gars et ces filles. L'ancien édifice qui semble encore en bon état, même si je ne suis pas inspecteur municipal, là, sera remis éventuellement à un organisme de la communauté. Le nouveau poste, dont on ne connaît pas les coûts de construction encore, doit être livré au mois de juin qui vient. Si certains services s'abritent sous de nouveaux bâtiments, on a vu il y a quelques semaines, lors de la nuit des sans-abri, une réalité aussi au Témiscamingue, alors que plusieurs de nos concitoyens vivent l'itinérance dans nos villes et villages. Malgré un répit de température, la réalité nous rattrape et bientôt le froid sévit chez nos démunis. Pour comprendre et aider, nous dressons ce portrait de la situation alors qu'on rencontre à nouveau Martin Desrochers et Francis Brouillette, les travailleurs de milieu chez nous. Partout au Québec, la nuit des sans-abri, on le revit chaque année. Et c'est pas un secret, mais vous le savez, parce que vous êtes impliqué, vous travaillez là-dedans, mais la pauvreté des gens sans-abri, il y en a dans les grands centres, mais le Témiscamingue aussi le vit également. Oui, malheureusement, c'est partout. On a aussi au Témiscamingue plusieurs. Pour le nombre de personnes qu'on est au Témiscamingue, je trouve que la demande est grande, puis on est là pour les aider, mais c'est des gens souvent qui sont loin des services, qui sont loin de l'aide, qui côtoient pas les services. Fait que nous autres, comme travailleurs de rue, on essaie des travailleurs de milieu. On essaie de rejoindre plus ces gens-là, d'aller dans le milieu, d'aller dans le campement, d'aller chez eux, ceux qui ont des domiciles, mais souvent, c'est plus des campements, des tentes, des organismes qui vont là pour une journée ou deux manger. Fait que c'est beaucoup ça au Témiscamingue, puis c'est beaucoup caché.
Oui. Et toi, je sais que tu es un gars de chiffres. Tu m'as montré ça tantôt quand je suis arrivé. Tu m'as sorti des chiffres. Moi, ça me donne mal à la tête, les chiffres. Mais l'important, c'est que les chiffres, là, ça va avec l'économie. Ils grossissent. Plus l'économie faiblit, plus ces chiffres-là grossissent. Il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés. Là. Absolument. C'est des gens qui... tout dernièrement étaient comme moi, comme vous, comme n'importe qui d'autre, mais la vie a fait en sorte que plusieurs épreuves sont arrivées, puis ils se sont lentement dirigés vers ce précipice-là, si on veut. Mais on a beaucoup aussi, tu sais, un chiffre qui est alarmant, là, on a quand même au-delà de 46 % des personnes itinérantes ici en région qui avaient en bas de 18 ans, en bas de 35 ans. Donc, c'est de 18 à 35. Donc, on est d'une gamme d'âge là qui est quand même très vulnérable, mais c'est plus juste des personnes âgées ou des personnes... ça touche vraiment un petit peu monsieur tout le monde. Les gens qui donnent, qui s'impliquent pour les sans-abri, ils font pour combien de monde actuellement? On a 38 personnes de répertoriées présentement comme sans-abri. Le groupe Image a un dortoir qui accueille les sans-abri. Puis cette année, si je ne m'abuse, c'est autour de 241 nuitées. Dans 2022-23, si je ne m'abuse, on parlait de 400 quelques nuitées au groupe Image. Là. Donc, c'est important de faire des efforts. Autant on fait des efforts pour relancer l'économie de la région, autant il faut faire des efforts pour soutenir ceux qui ont de la difficulté. Oui, puis tu sais, je reviens un peu sur ce que Martin disait. Tu sais, avant, on pouvait stigmatiser les gens qui étaient dans la rue par des problèmes de drogue, des problèmes de dépendance, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est monsieur et madame tout le monde. Le coût de la vie a vraiment augmenté et ça fait qu'on retrouve du monde à la rue parce que les loyers augmentent puis parce que plein de choses de la vie qui augmentent. Fait que je me dis de se mobiliser comme une journée comme aujourd'hui, puis c'est un mouvement provincial, je le répète, c'est partout au Québec. À soir, il va y avoir des nuits de sans-abri, tu sais, puis de venir voir, de venir donner, soit en argent, soit en denrées périssables, soit en linge chaud, parce que l'hiver s'en vient, puis c'est pas vrai que tous ces gens-là vont retourner dans une place, là. Fait que, puis on en a au Témiscamingue. On dit 38 de répertoriés, mais c'est à part de ceux qui ne sont pas. Puis on a du monde dans des campements, dans des places, dans des tentes qu'on y va qui sont pas répertoriés. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment de montrer à la société, au Témiscamingue, qu'on a. La générosité, elle existe aussi, autant que la misère? Oui, parce que c'est justement ce qui est beau au Témiscamingue, c'est que quand on parle de ça, d'aider les gens, la population se mobilise pour venir donner, puis souvent, j'ai hâte de voir à soir, puis je suis convaincu que les gens sont énormément généreux. Fait que... Merci d'être là pour les aider, ces gens-là. On apprécie. Puis on invite aussi la population, venez prendre un café avec ces gens-là, venez voir le côté humain de ces gens-là. Ce soir, on va en avoir des gens qui sont sans abri, il y en a qui ont été en itinérance, qui ne le sont plus maintenant. De voir le côté humain de ces gens-là, puis de pouvoir parler à ces personnes-là et non à l'itinérant ce soir-là, ça serait un grand bon, M. Larpley. Ça se tient ce soir et tout au long de l'année, il faut aider ces gens-là. Merci de nous en avoir parlé, les gars. Merci beaucoup. En terminant, un peu de sport. Après le Titan de Témiscamingue, une autre équipe, les Spartans d'Almaguin, range son équipement et quitte la GMHL, ce qui amène des changements au calendrier des Pirates de Ville-Marie, notamment. 4 rencontres sont recédulées, modifications que l'équipe de Témis TV diffuse tous deux sur leurs réseaux sociaux avec les Pirates. Au chapitre du rendement, alors que novembre s'entame, l'équipe du centenaire Marc-André Caron, on parle pas de son âge, là, mais de ses 100 victoires à son 144e match à la barre des Pirates, en battant Santerre, d'ailleurs 10-4 en octobre, on affiche un léger ralentissement en étant au 4e rang après avoir flirté avec le sommet de la Division Nord en début de saison. Les Pirates qui sont fiers quand même d'accueillir à Ville-Marie le défenseur de 6 pieds 5 pouces, 185 livres. Émeric Godette, l'ex-Husky de Rwanda, qui a joué ses derniers matchs juniors majeurs à Gatineau. 89 points en 209 rencontres
rencontre de la LHJMQ. Taylor J. Smallot qui quitte aussi pour l'Islande où il entame une carrière professionnelle. L'ancien numéro 19 évoluera maintenant là-bas avec le Skotafélag Arnafjardar. Avec cet exercice de diction, je m'arrête là-dessus. Le temps de vous dire que nous avons rendez-vous avec l'entraîneur Marc-André Caron ici aux Infos Témis à ne pas manquer la semaine prochaine. D'ici là, vous, avec des histoires, des nouvelles générales ou sportives, vous pouvez communiquer avec nous. Journaliste à commercial Témis.tv. Merci d'être là. Suivez-nous aussi sur Facebook Témis TV. Vous y parle et vous y informe. On est heureux de vous savoir là. De plus en plus nombreux. On est passé quand même de 100 abonnés à 400 sur notre page notre page Facebook Témis TV. Bonne semaine. Thank you.